Bonjour à toutes et à tous. Comme mon français n'est que le niveau B1, je vous prie de m'excuser, mais je vais lire ma présentation aujourd'hui. Mes diapositives seront en anglais et en japonais. Je répondrai aux questions après la présentation. Je commencerai aujourd'hui par vous poser 3 questions. Comment éduquer les étudiants de sorte qu'ils puissent trouver leur place dans la société? Comment les éduquer pour qu'ils puissent réaliser des soi? Et enfin, ces deux façons d'aborder l'éducation ne sont-elles pas contradictoires? Pour répondre à ces questions, je me tournerai vers la philosophie de l'éducation de Watsuji Tetsuro. En France, Watsuji est surtout connu pour son livre Fudo, le milieu humain. Cependant, sa plus grande contribution reste son chef-d'œuvre en 3 volumes éthiques, qui développe les idées de Fudo pour créer le premier système éthique du Japon. L'éthique 1 de Watsuji commence ainsi. La signification essentielle de la tentative de décrire l'éthique comme l'étude du Ningen consiste à s'éloigner de l'idée fausse répandue dans le monde moderne qui conçoit l'éthique comme un problème relevant uniquement de la conscience individuelle. La plupart des approches occidentales modernes de l'éthique considèrent qu'avoir une vie meilleure dépend de divers facteurs individuels. Le bonheur individuel, la pensée rationnelle individuelle et la vertu individuelle. Cependant, peut-on vraiment séparer son bonheur de celui de son entourage? Si vous êtes moralement autonome et vertueux, mais que votre communauté punit votre moralité, alors qu'elle est moralement héroïque, est-ce là une éthique idéale? Pour Watsuji, l'éthique est relationnelle et comprend donc à la fois des aspects individuels et sociaux. Ainsi, pour Watsuji, avoir une bonne vie signifie une vie dans laquelle votre bonheur est lié à celui des autres, votre rationalité contribue à la communauté, est soutenue par elle, et vos vertus sont en harmonie avec les vertus qui vous entourent. En découle une conception unique de l'être humain, en japonais ningen. Nin désigne l'être humain en tant qu'individu et gen désigne les communautés dont nous faisons partie. Être humain signifie donc avoir à la fois une individualité et une totalité. Cependant, ni l'individualité ni la totalité ne peuvent exister seules. Elles sont toutes vides, ku, et existent dans leur négation mutuelle. C'est ce qui a donné naissance à l'éthique unique de Watsuji, celle de la double négation. Watsuji écrit: la vraie réalité de l'individu comme de la totalité est le vide. De ce train, du fait que ce vide est vidé, émerge l'existence de Ningen comme mouvement de négation. Le principe de base de l'éthique sociale comporte deux moments. L'un d'eux est l'établissement de l'individu comme l'autre face à la totalité. Il s'agit ici de faire un premier pas vers la conscience de soi. L'autre moment est l'abandon de l'individu à la totalité. C'est ce que l'on a appelé l'exigence de la volonté supra-individuelle ou de la volonté totale. Dans une tentative d'être éthique, si vous essayez d'être authentique et d'écouter ce que votre conscience vous appelle à faire, vous pourriez vous trouver en désaccord avec des façons plus conventionnelles de voir un problème, ce qui rendrait difficile d'interagir de manière efficace avec les autres. Mais si vous donnez la priorité au contact avec les autres, vous risquez d'être attiré par des façons plus conventionnelles de voir les choses, perdant ainsi votre réalisation personnelle et unique. La seule façon d'être bon est de réaliser le vide, une idée bouddhique partagée par l'école de Kyoto, en renonçant au conformisme pour laisser naître un esprit critique individuel et en renonçant à l'égoïsme individuel par une participation engagée. C'est cette idée que j'ai essayé de clarifier dans mon livre The Global Ethics of Watsuji Tetsuro. Éthique de l'éducation. Aujourd'hui, je souhaiterais explorer la pertinence des idées de Watsuji pour l'éducation. Dans Éthique 1,
Alors qu'il construit son argument sur le vide de l'individualité, il se réfère constamment à des exemples quotidiens dans le domaine de l'éducation. Watsuji écrit à l'origine, apprendre signifie imiter. Tout d'abord, il s'agit d'une action ou d'une activité, mais elle ne concerne pas la connaissance pneumatique. Deuxièmement, il s'agit d'une transaction avec d'autres personnes, et non de la contemplation d'une personne isolée. De plus, les résultats de l'apprentissage, connaissances, informations, compétences ne sont pas individuels. Même les pensées privées et les secrets inavoués prennent la forme de mots qui ont une origine et une finalité sociale. Watsuji souligne aussi que l'éducation ne se fait pas entre deux personnes isolées. La présence d'un enseignant et d'un étudiant suppose un système de rôles qui sont rendus disponibles et stables par le biais d'institutions telles que les écoles. Dans Éthique 2, Watsuji développe une vision relationnelle de l'existence humaine à différents niveaux de la communauté. Il se concentre principalement sur la communauté culturelle. La culture est un espace dans lequel les gens se connectent les uns aux autres en partageant des systèmes symboliques. Par exemple, en France, malgré les différences de chacun, les gens partagent une langue commune, apprécient aussi la littérature et l'architecture similaires et partagent certaines idées comme la tolérance et la démocratie. C'est dans cette communauté culturelle que Watsuji accorde une place centrale à l'éducation. Watsuji écrit: à l'école, les gens apprennent les mêmes savoirs et la même façon de penser et suivent la même formation spirituelle. Cette unité, en soi, peut devenir le fondement qui conduira les gens à la communion spirituelle. En Chine et au Japon, l'école de Confucius a longtemps fonctionné comme un modèle. Et de la même manière, l'Académie de Platon continue de servir de modèle à l'Europe, même aujourd'hui. Cependant, Watsuji estime que l'éducation ne répond pas à cet idéal. Watsuji écrit: les écoles actuelles trahissent un fort caractère de Gesellschaft, société de profit. Au lieu d'essayer de collaborer dans leur quête de connaissances, les étudiants font tout ce qu'ils peuvent pour obtenir un emploi. En conséquence, les écoles sont même administrées comme des entreprises à but lucratif. Dans Éthique 3, écrit après la défaite du Japon, Watsuji développe une philosophie du changement social, dans laquelle les dirigeants prennent conscience de leur propre culture et de ses limites et tentent de la transformer en vue d'une coopération mondiale. En cela, l'éducation joue un rôle central à cet égard. Watsuji écrit: l'académie ne consiste pas à mémoriser des connaissances préexistantes ou des formules données, mais à cultiver le pouvoir de penser par soi-même. Les citoyens qui ont le pouvoir de penser et de décider par eux-mêmes ne tomberont pas dans le conventionnalisme ou le contrôle de la pensée. L'éthique contient donc déjà des indices d'une éthique de l'éducation. Cependant, les fragments ci-dessus ne représentent qu'une dizaine de pages au total. J'essaierai donc de rendre plus concrète la vision de l'éducation de Watsuji en m'appuyant sur deux ouvrages rarement étudiés, Confucius et Purifier le Zen. De plus, comme l'éducation n'est pas simplement une question d'abstraction, mais de formation des personnes concrètes, je relierai la théorie à ma propre expérience de l'éducation au Japon, dans l'espoir de montrer comment ces idées peuvent être appliquées. L'éducation confucéenne. Confucius de Watsuji explique en détail comment l'éducation aide les étudiants à trouver leur place dans la communauté culturelle. Watsuji commence par le premier analecte de Confucius. Le maître dit: après avoir étudié, appliqué de façon répétée ce que l'on a appris, n'est-ce pas une source de plaisir? Avoir des amis qui viennent de loin, n'est-ce pas une source de plaisir? Ne pas être reconnu par les autres sans nourrir de frustration, n'est-ce pas la marque d'une personne exemplaire? Cet analecte donne en fait trois principes qui guident l'éducation. Watsuji écrit:
Premièrement, la joie d'apprendre. Deuxièmement, la joie de la communauté d'amitié liée à l'apprentissage. Et troisièmement, les résultats que l'on peut obtenir dans cette communauté. Ces résultats sont autotéliques et résident dans l'élévation de la personnalité et de la vie, et n'ont rien à voir avec la gloire et la fortune. Non seulement cet idéal est partagé par l'Académie platonicienne, la Sangha du Bouddha et l'Église de Jésus-Christ, mais il continue d'être utile aujourd'hui. Si l'esprit d'apprentissage exprimé dans ces trois domaines se perd, il ne peut y avoir d'apprentissage vivant. Watsuji se concentre sur la partie du confucianisme qui traite de l'éducation et articule ces trois principes en recherchant ses implications universelles pour l'éducation en tant qu'apprentissage vivant. Pour illustrer ces principes, j'utiliserai le cas suivant qui a été anonymisé et combiné à partir des cas réels que j'ai moi-même vécu au Japon. Jin-kun était un étudiant très brillant qui relevait le défi avec énergie. Cependant, j'ai remarqué que malgré son exubérance, sa capacité de mémorisation et à réussir les interrogations, il semblait avoir des difficultés à relier à sa propre vie ce qu'il apprenait. Il était donc difficile d'avoir des idées fructueuses. De plus, Jin-kun avait tendance à assumer seul toute la charge de travail au lieu de coopérer avec ses camarades de groupe, craignant que les autres ne fassent un moins bon travail et ne nuisent à sa note. Comme il suivait des études supérieures et envisageait d'entreprendre un doctorat, je me suis inquiété. Comment faire pour qu'il puisse apprendre avec les autres de façon efficace tout en étant un membre actif de l'équipe d'étudiants de master? Certains d'entre vous estimeront peut-être que c'est à l'étudiant de résoudre seul ce genre de problème. Mais si, comme moi, vos recherches ou vos idéaux éducatifs exigent que vous abordiez des problèmes de ce type, nous pouvons examiner comment le confucianisme de Watsuji y répondrait. 1. Déconstruction de la décréocratie. Je commencerai par le troisième principe. Ne pas être reconnu par les autres sans en éprouver de la frustration, n'est-ce pas la marque d'une personne exemplaire? Exemplaire, cette analecte met en garde contre ce que Watsuji appelle une éducation orientée vers la gloire et la richesse. Si les gens pensent qu'une bonne vie est simplement individuelle et non communautaire, alors le succès constitue le but à atteindre malgré l'adversité sociale. Il en résulte une société obsédée par la quête du profit dans laquelle les individus entrent en compétition pour obtenir le succès plutôt que de coopérer pour atteindre des objectifs communs. Dans une telle société, Watsuji écrit, au lieu d'essayer de se réunir pour le bien de la recherche scientifique, les chercheurs sont en compétition pour cette position. Plutôt que d'essayer de collaborer dans leur quête de connaissances, les étudiants font tout ce qu'ils peuvent pour obtenir un emploi. C'est ce que la sociologie de l'éducation appelle l'éducation du tri social, où l'éducation fonctionne comme un gardien pour trier les personnes qui obtiennent un statut social. Les étudiants comme Jin-kun luttent parce qu'ils portent le fardeau d'une vie d'éducation motivée par des considérations extrinsèques, dans une culture où l'éducation a été utilisée principalement dans un but de tri social. L'apprentissage devient une question de données abstraites à mémoriser et régurgiter lors d'un examen. Au Japon, les universités sont classées en fonction de l'écart type, Ensachi, qui indique le niveau de difficulté pour intégrer chacun des départements d'une université. La compétition pour obtenir l'écart type le plus élevé devient un moyen de tri social grâce auquel les étudiants peuvent s'assurer d'une place lors de leur future recherche d'emploi. Ronald Dorr appelle cela la dégréocratie, Kakureki Shakai, diplomanie éducative, et c'est un véritable problème au Japon. Certains pourraient affirmer
que la dégrocratie est une forme de méritocratie, opposant au statut attribué, comme dans le féodalisme, un statut issu de la réussite. Cependant, crée-t-elle une véritable transformation démocratique de l'ordre social? Dans Éthique 3, nous voyons que parce que la mémorisation des connaissances préexistantes ou des formules données est facilement testée, l'éducation devient l'enseignement de ce fait, ce qui entraîne chez les étudiants une incapacité à penser par eux-mêmes, le rendant sensible au conventionnalisme ou au contrôle de la pensée. Si les étudiants sont occupés à rivaliser pour mieux mémoriser les informations, ils n'ont pas vraiment la possibilité de remettre en question ce qu'ils apprennent. 2. La nature du sujet. L'éducation de tri social a des implications épistémiques. Dans le cas de Jin Kun, parce qu'il apprenait la philosophie uniquement pour montrer sa supériorité, il ne la reliait pas à son expérience, ne permettant pas à celle-ci d'approfondir, d'enrichir ou de mettre en question ce qu'il apprenait. De ce fait, ses idées devenaient bidimensionnelles. En revanche, Watsuji présente une approche différente de l'apprentissage. Après avoir étudié, appliqué de façon répétée ce que l'on a appris, n'est-ce pas une source de plaisir? Ce que Watsuji présente ici, c'est une attitude totale à l'égard du sujet qui aboutit à la joie d'apprendre. Comme nous l'avons vu dans Éthique 1, la pensée n'est pas originellement fermée sur l'individu et l'apprentissage n'est pas fondamentalement compétitif. Les Ningen essaient de trouver leur voie dans la vie. Et dans un processus relationnel d'apprentissage, les étudiants apprennent à se connecter à la façon dont les autres trouvent leur voie. Ainsi, ce qui est appris devient réel et peut être appliqué de manière répétée dans la vie de chacun, faisant de l'apprentissage quelque chose de significatif en soi plutôt que motivé de manière extrinsèque par le résultat des examens. Cette réalité est aussi ce qui permet à l'information d'être suffisamment pertinente pour être remise en question, et donc d'approfondir le changement social. Cela signifie que pour résister la dégrocratie, les éducateurs peuvent restructurer la nature des idées enseignées. Pour aider Jin Kun et les autres étudiants à aller au-delà de la mémorisation, j'essaie de montrer le côté humain de la philosophie. Par exemple, lorsque j'enseigne les idées de Watsuji, j'essaie de dépeindre Watsuji comme un être humain luttant contre les problèmes de l'individualisme égoïste dans son contexte social et comment ces idées constituent une réponse réelle à ces problèmes. J'essaie également de donner des exemples concrets d'égoïsme que les étudiants peuvent comprendre comme les profiteurs dans les travaux de groupe. Lors des discussions et des activités, je ne me contente pas de leur demander de définir les idées de Watsuji, mais je leur posais la question suivante. À quelle expérience ces idées peuvent-elles se rattacher? À quoi d'autre, parmi ce que vous avez appris, ces idées pourraient-elles se rattacher? Cette évaluation formative me permet à la fois d'évaluer la réalité de leur apprentissage et de les aider à le rendre plus pertinent. Cette façon d'enseigner a beaucoup en commun avec le récent mouvement en faveur de l'apprentissage actif. Certains détestent le mouvement de l'apprentissage actif, mais si l'on examine les fondements théoriques de cette idée, on s'aperçoit qu'elle a une grande valeur philosophique. Par exemple, l'ouvrage de Fink, Creating Significant Learning Experiences, suggère que l'apprentissage ne devrait pas se limiter à l'acquisition de connaissances fondamentales, mais qu'il doit inclure l'application, l'intégration d'autres idées, la relier à sa propre vie, la bienveillance et l'apprentissage de la manière d'apprendre. Cette taxonomie de l'apprentissage significatif
peut être utilisé pour n'importe quel sujet. Cependant, alors que l'apprentissage actif tend à se concentrer sur l'amélioration de la qualité de l'apprentissage et de la conservation des informations apprises, les motivations de Watsuji sont d'ordre éthique. Pour tendre vers une vie meilleure à la fois d'un point de vue individuel et communautaire, nous avons besoin d'un apprentissage pertinent individuellement et socialement. 3. Communauté d'apprentissage. L'éducation nutrisociale affecte également les relations entre les étudiants. Dans le cas de Jin-kun, son approche compétitive de l'apprentissage l'empêchait de coopérer avec ses camarades de groupe. Sa participation en classe semblait être une arme utilisée pour montrer sa supériorité sur les autres. Ses camarades de classe ne l'aimaient donc pas du tout, ce qui semblait l'attrister. À quoi sert la libération méritocratique du statut attribué si elle ne conduit qu'à de nouvelles formes d'arrogance et d'oppression par le biais du statuatant plutôt qu'à la création d'une véritable communauté démocratique? Watsuji présente une vision différente de la communauté d'apprentissage. Confucius dit « Avoir des amis qui viennent de loin, n'est-ce pas une source de plaisir ?» La lecture qu'en fait Watsuji souligne que l'apprentissage se fait de manière communautaire, comme une communauté d'amitié liée par l'apprentissage. Lorsqu'on devient capable de comprendre le savoir comme un apprentissage de personnes par d'autres personnes sur les vraies questions de la vie, et non comme une simple arme de progrès, alors on s'ouvre à des relations plus profondes. Par exemple, lorsque j'enseigne à Jin-kun que la philosophie est un véritable comparement, je démontre en même temps mon engagement personnel envers le philosophe que nous lisons. Je montre que je m'intéresse à ce que nous lisons, au combat de cette personne, à mes étudiants aussi, et que j'espère jeter un pont entre ces deux mondes. Ainsi, en s'ouvrant progressivement en apprentissage en profondeur, Jin-kun se connecte également à moi, modélise certaines de mes approches et apprend de moi par imitation. De cette manière, toutes les relations enseignant-étudiant peuvent être considérées comme un moyen pour la réalité de la matière enseignée. Cependant, comme nous le voyons dans Éthique 2, la relation d'apprentissage ne se limite pas à la relation enseignant-étudiante. Au fur et à mesure que Jin-kun apprend à relier les concepts philosophiques à sa propre expérience, il devient en mesure de fournir des exemples réels en classe, au lieu de chercher à impressionner tout le monde. Les autres étudiants lui prêteront plus attention et cela lui permettra aussi d'écouter les autres avec plus de sympathie. Dans ce processus, nous ne sommes plus de boîtes cognitives isolées dans une pièce, qui nous utilisons uniquement comme source d'information les uns les autres. Au contraire, nous devenons une communauté d'apprentissage en nous connectant aux joies et aux peines de chacun sur le chemin de l'apprentissage et en nous soutenant les uns les autres. Là encore, le mouvement de l'apprentissage actif a mis en avant des idées similaires par le biais de l'apprentissage coopératif. Par exemple, Circles of Learning de Johnson & Johnson, qui sont ici, et parle de l'interrelation des rôles ci-dessus comme d'une interdépendance positive où l'on peut créer une responsabilité à la fois au niveau individuel et au niveau du groupe, créant ainsi des interactions coopératives qui dépassent la capacité de l'enseignant à favoriser l'apprentissage à lui seul. Cependant, pour Watsuji, l'importance première des communautés d'apprentissage est d'ordre éthique. C'est ainsi que nous apprenons plus fidèlement à notre nature d'être relationnel qu'apprenons les réalités relationnelles par le biais d'un processus qui est lui-même relationnel. Dans Éthique 2, cette connexion peut s'étendre à l'ensemble de la culture.
Les étudiants comme Jin-kun peuvent apprendre à se connecter non seulement à leurs camarades de classe, mais aussi à la communauté des chercheurs et à diverses cultures. Dans mon cas, la lecture de Watsuji a certainement été ce qui m'a le plus aidé à m'adapter à la vie au Japon et à devenir un citoyen japonais. Il est également important de pouvoir entrer en contact avec la communauté universitaire. Cela a été difficile pour Jin-kun car notre méthode de philosophie est très différente du courant dominant. Désolé. Un jour, il s'est rendu à une conférence qui curieusement n'était pas une conférence de philosophie, où il a découvert que sa compréhension de la philosophie lui permettait d'apporter une contribution très fructueuse à d'autres étudiants de troisième cycle. Il s'agit peut-être d'un exemple de la vision plus modeste de Watsuji en matière de changement social. On peut changer la société en trouvant sa place dans une communauté où ses valeurs personnelles sont soutenues. Nous avons vu précédemment que le fait d'enseigner des contenus de manière à ce qu'ils soient pertinents pour la vie et de structurer la classe en une communauté d'apprentissage peut permettre à un seul enseignant de résister à la culture de la dégréocratie dans son ensemble. Mais nous devons travailler aussi au-delà de la salle de classe, dans la formation des enseignants, dans le discours public, dans la politique, et j'espère que des recherches comme la mienne contribueront à créer un changement systémique. 4. Les vertus de l'éducation. En se tient, l'essentiel à l'approche de l'éducation ci-dessus est d'aider les étudiants et les enseignants à apprendre les vertus qui soutiennent ce type d'apprentissage afin d'en faire une habitude. Lorsque Watsuji a présenté le stade d'expansion des relations humaines dans Éthique 2, chacun de ces stades comportait des vertus qui les soutenaient, comme la fidélité dans le couple et la piété filiale dans la famille. Dans l'œuvre de Watsuji, l'accent n'est pas mis sur les vertus individuelles, mais sur les vertus relationnelles. Par exemple, Watsuji explique que les étudiants doivent être responsables et avoir un sentiment de loyauté et de confiance envers leurs enseignants. Mais en même temps, cela n'est pas possible si les enseignants ne font pas preuve de gentillesse envers leurs élèves et ne créent pas d'harmonie entre eux. Ce lien entre la vertu de l'apprenant et la vertu de l'enseignant aboutit à une vision globale du développement humain dans la vie morale. Le maître dit, à partir de 15 ans, mon cœur et mon esprit se sont mis à apprendre. À partir de 30 ans, j'ai pris position. À partir de 40 ans, je n'ai plus douté. À partir de 50 ans, j'ai réalisé les propensions du ciel. À partir de 60 ans, mon oreille s'est accordée. À partir de 70 ans, j'ai pu donner libre cours à mon cœur et à mon esprit sans dépasser les limites. Il s'agit en fait de l'histoire de la vie de Confucius. Mais dans son interprétation, Watsuji souligne comment la figure de Confucius n'a pas été sacralisée mais humanisée. Il est vrai que Confucius est souvent cité, même dans la théorie japonaise du développement psychologique. Ce que nous voyons ici, c'est que les vertus plus réceptives de l'apprenant, telles que la responsabilité et la volonté d'apprendre, se transforment progressivement en vertus plus actives de l'enseignant, telles que la conduite autoritaire. Ainsi, non seulement les vertus de l'enseignant soutiennent celles de l'apprenant, mais elles permettent aux apprenants de devenir un jour eux-mêmes des enseignants. Selon Shuttleworth et Tanitoru, cela fait partie de la structure appel-réponse de Watsuji en matière de confiance et de véracité. Plutôt que les actes éthiques soient des actions individuelles répondant directement à un bien abstrait comme l'impératif catégorique, les actions individuelles sont la véracité en réponse à la confiance. Cela signifie que sans la confiance des étudiants, les enseignants ne peuvent pas répondre avec sincérité en s'occupant d'eux. Et sans la confiance des enseignants,
Les étudiants ne peuvent pas répondre avec sincérité en grandissant. Cela peut paraître simple quand j'en parle ainsi, mais en réalité, j'ai eu du mal avec l'idée de l'apprentissage relationnel. En fait, lorsque j'étais à l'université, j'étais un peu comme Jin-kun, peu coopératif et condescendant à l'égard des idées des autres. Les cours de philosophie nécessitaient rarement de travaux de groupe et je pouvais donc continuer à avancer sans me préoccuper des autres. Lorsque j'ai fait mon doctorat au Japon, la plupart des professeurs enseignant de manière très détachée et académique, la plupart des professeurs enseignaient de manière très détachée et académique, ce qui renforçait encore cette approche solitaire de la philosophie. Ainsi, lorsque j'ai appris l'existence de l'apprentissage collaboratif à l'université de Kyushu, j'ai résisté à cette idée, estimant qu'elle n'avait rien à voir avec la philosophie. Mais au fur et à mesure que mon expérience de l'apprentissage collaboratif s'est développée, j'ai vu à quel point les étudiants pouvaient s'enrichir les uns les autres à travers leurs expériences respectives, et citant des exemples qui pouvaient émouvoir les autres. Les étudiants pouvaient se mettre au défi, se valider les uns les autres et se stimuler mutuellement de façon puissante. C'est ce qui m'a amené à transformer progressivement les étudiants du laboratoire de recherche en une équipe, où nous apprenons par l'expérience, où nous partageons nos tentatives d'intégration et d'application, et où nous formons ainsi une communauté d'apprentissage qui se soutiennent mutuellement. Dans ce processus, c'est mon équipe qui m'a enseigné les vertus de la direction d'une équipe. Ainsi, le Confucius de Watsuji nous offre une philosophie de l'éducation plus complète. Au lieu d'un monde où les étudiants rivalisent pour obtenir des qualifications, il y voit un processus d'ouverture authentique par le biais d'une relation avec la connaissance qui fait partie du Ningen et qui lui permet de trouver sa voie dans la vie. Ce processus est soutenu par l'imbrication des vertus de l'apprentissage et de l'enseignement liées comme la belle réponse de la confiance et de la véracité. Cependant, cette approche confucéenne de l'éducation présente toutefois des limites. Watsuji a eu tendance à mettre en avant des vertus qui ne mettent pas l'accent sur l'esprit critique. Obéissance, ne pas défier l'autorité, déférence, et dans plusieurs parties de Confucius, Watsuji est explicitement conservateur. Cela signifie-t-il que si l'on renonce à l'égoïsme et que l'on trouve sa place dans la société, on doit devenir un membre soumis sans aucune singularité? Pour répondre à cette question, tournons-nous vers sa vision bouddhique de l'éducation. B. L'éducation bouddhique. Watsuji a contribué à faire sortir le bouddhisme des limites de la bouddhologie et à l'intégrer dans la philosophie en général. Il a écrit en 1926 Recherche sur l'histoire de l'esprit japonais qui comprenait Purifier le zen. Stephen Heine, spécialiste de Dogen, suggère que cet ouvrage est le précurseur de toutes les recherches de l'école de Kyoto sur Dogen, notamment celles de Tanabe Hajime, Nishitani Keiji et Abe Masao. Comme je l'ai mentionné, les 3 volumes de l'éthique utilisent l'idée bouddhique du vide comme abandon de l'ego individuel et de l'ego collectif. Dans Éthique 2, l'éveil au vide permet de renouveler la culture de manière créative. Et dans Éthique 3, l'éveil au vide est le fondement de la conduite du changement social. Mais dans ce livre, Watsuji n'explique pas comment on s'éveille au vide. Cependant, dans Purifier le zen, Watsuji a exploré la vie de Dogen, fondateur de l'école Soto de Zen, en montrant le processus par lequel Dogen a essayé de s'éveiller lui-même au vide, et comment, en tant que maître zen, il a aidé les autres à y parvenir. Suivant l'allusion de Watsuji dans Confucius, où il déclare que la Sangha bouddhiste est l'un de ses modèles d'apprentissage vivant, on peut lire Purifier le zen comme
une philosophie de l'éducation à l'éveil. Cependant, cette éducation à l'éveil, qui peut nous sembler loin de nous et de notre quotidien, peut être liée à notre expérience séculaire de mentorat, comme le montre le cas de Taro Kun. Taro Kun était depuis le début l'un de mes étudiants les plus doués sur le plan académique. Il voulait comprendre pourquoi les gens se sentent dépourvus de sens dans la vie et comment les aider à l'école. Pour cela, il s'est formé à la thérapie d'acceptation et d'engagement, souvent appelée ACT, et qui est une forme de psychothérapie similaire à la pleine conscience qui a beaucoup en commun avec les idées de l'école de Kyoto. Mais derrière cet intérêt académique, il avait ses propres difficultés avec le sens de la vie et des expériences traumatisantes. Dans la dernière partie de mon exposé, je reviendrai sur cette histoire en posant la question suivante. Qu'est-ce que cet étudiant avait besoin d'apprendre? Et quel type d'enseignant cela m'appelait-il à être? 1. Négation de la totalité. Dans le bouddhisme, le chemin de l'éveil commence par le questionnement, par un doute croissant sur les présupposés de la vie quotidienne. Watsuji a expliqué que la voie de Dogen avait commencé par un mécontentement face à la superficialité devenue évidente de la culture monastique de l'époque. De plus, Dogen a également remis en question la vision superficielle du bien. Alors que Myozen, l'un des maîtres de Dogen, était sur le point de se rendre en Chine pour s'initier au bouddhisme, l'un de ses maîtres Myoyu attendait la mort. Il demanda à Myozen de reporter son voyage après son décès. Mais Myozen répondit « Parce que rester ici me détournerait de mon objectif d'illumination, mon maître pourrait recevoir un mauvais karma. S'il le méritait de ce pèlerinage est bon, alors je remplirai mon obligation envers mon maître. Perdre un temps précieux pour une personne n'est pas conforme à la volonté du Bouddha. C'est pourquoi je ne peux pas changer ma décision concernant notre prochain pèlerinage. » Par conséquent, selon l'interprétation de Watsuji, le début du chemin spirituel de Dogen était une remise en question de l'ordre social de son époque, à la fois l'égoïsme des moines et la morale laïque qui le liait. Dogen nous pousse à voir le manque de fiabilité de ces choses et à rechercher des valeurs éternelles, la vérité du vide. Son voyage vers le vide a donc commencé par une négation de la totalité, guidée par ses maîtres. Il s'inscrivait donc en opposition à son éducation confucéenne, qui consistait à trouver sa place dans la société existante. En tant qu'éducateur, avez-vous déjà rencontré des étudiants qui ont ce sentiment profond de vouloir remettre en cause la vision ordinaire de la réalité? Ce n'est pas courant pour moi, mais chaque année, j'en rencontre un ou deux. Alors que beaucoup d'étudiants semblent se contenter de suivre le mouvement, de se soumettre à l'ordre social et à ses attentes, certains étudiants viennent à nous avec des questions brûlantes. C'est ce que j'ai trouvé chez Taro Kun. J'ai commencé par lui enseigner les bases de l'acte. S'il a très vite assimilé ses idées, il n'a pas tardé à exprimer ses doutes. L'éducation n'est-elle pas une forme de lavage du cerveau? Le conseiller s'attaque-t-il vraiment au cœur de la souffrance existentielle? Il n'était pas intéressé par un simple apprentissage des systèmes théoriques, mais se débattait véritablement avec des questions existentielles. C'est ce questionnement profond qui m'a fait sentir que j'étais appelé à faire plus que dispenser simplement des informations en tant que professeur. 2. Rencontre et négation. Si apprendre ne consiste pas seulement à la simple transmission d'une information, mais une vision du monde, alors il faut réfléchir à un autre type d'enseignement. Cela peut sembler intimidant pour les enseignants, mais si nous voulons transmettre une manière d'être,
L'éducation doit être transmise non par des idées fragmentaires, mais par l'unité et la force de la personnalité entière. Watsuji écrit, s'il implique une éducation morale directe de la personnalité d'une personne à celle d'une autre. L'essence profonde de la pratique des patriarches n'est pas transmise par des concepts généraux fixes, il est transmis par la force d'une personnalité vivante. Dans le bouddhisme, cela se retrouve dans l'idée de transmission face à face, Menjip. Ce type d'enseignant ne se contente pas de transmettre des informations. Il incarne une vision particulière du monde qui voit comment différentes idées se rejoignent pour former une figure totale et les implications de celle-ci dans la vie. Dans les histoires de Koan Zen, on trouve de nombreuses histoires d'étudiants qui rencontrent des maîtres. Le test de vérifier s'ils ont effectivement la compréhension nécessaire pour être des guides sur leur chemin. Cela peut sembler trop ésotérique. Et en fait, pour les formateurs d'actes, il existe un processus rigoureux de formation, de pratiques personnelles, de supervision et parfois de certification pour s'assurer qu'ils ont une maîtrise suffisante pour l'acte et pour pouvoir le transmettre tout en tenant compte de leur personnalité. Cependant, lorsqu'on a trouvé le bon professeur, que fait-on ensuite? Il s'agit ici d'une partie du zen que le bouddhisme occidental dédaigne. Pour Dogen, la pratique exige une obéissance aveugle. Il dit, il y a des gens dans le monde qui disent les paroles de mon maître ne me conviennent pas. Ce raisonnement est erroné. Si les mots du maître ne vous conviennent pas, pourquoi avez-vous choisi cette personne comme enseignant en premier lieu? De plus, si vous utilisez vos propres opinions pour critiquer votre maître, vous êtes pris dans une distraction sans fin. Une fois que vous avez un maître, vous devez vous débarrasser de toutes vos propres opinions et vous en remettre à lui, qu'il vous convienne ou non. Si un étudiant apprend tout un système de pensée, ce qui pourrait passer pour une pensée critique au début ne serait en réalité qu'un retour à d'anciens schémas et des modes de pensée qui l'empêchent d'apprendre pleinement. Par exemple, Taro semblait avoir des difficultés avec l'idée d'acceptation dans l'acte. L'acte enseigne que la flexibilité psychologique requiert la volonté de traverser les émotions négatives et de leur faire de la place au lieu d'essayer de les éviter ou de les contrôler. Mais il pensait qu'il valait mieux se débarrasser des pensées négatives comme la colère ou l'attachement. Cependant, dans l'acte, l'idée d'acceptation n'est pas une simple information puisqu'elle est liée à la façon dont l'esprit est abordé dans la théorie des cadres relationnels. Alors que nous pouvons ajouter des cadres de pensée, nous ne pouvons pas supprimer des cadres parce que le processus de vérification, comme mon émotion négative a-t-elle disparu, en fait rétablit en réalité le réseau de ces émotions négatives. Cette approche est également liée à la vision de l'esprit et du comportement dans le pragmatisme. Dans ce courant de pensée, ce sont les changements comportementaux et non dans l'esprit contrôler sa colère, par exemple, qui permettent des changements à long terme dans l'esprit. Je ne parlerai pas d'obéissance aveugle, mais j'avais besoin que Taro me fasse confiance. Pendant son apprentissage des bases de l'acte, de la théorie des cadres rationnels, de la philosophie du pragmatisme et de la façon dont tout cela s'articule. Et cela signifiait une suspension momentanée de sa vision du monde pour faire place à une véritable rencontre avec une nouvelle vision du monde. De plus, cette vision du monde ne peut être perçue qu'en la pratiquant. L'acte comporte plusieurs exercices de pleine conscience. Pour développer l'acceptation, par exemple, on se remémore délibérément les éléments déclencheurs de sa journée,
Puis on remarquait les différentes sensations corporelles qui apparaissent, le nœud dans la gorge, la tension dans l'abdomen. On respire simplement avec ces sensations. On se détend autour de la tension, mais on permet à la sensation elle-même de rester. Or, comme c'est le cas pour toutes les formes de thérapie en pleine conscience, Taro Kung a dû pratiquer l'acte lui-même avant de pouvoir le pratiquer avec d'autres. Lorsqu'il rencontrait des difficultés dans la pratique, je devais être capable de comprendre d'où venaient ces blocages expérientiels et l'aider à les surmonter. Ce qui m'a permis de comprendre ces blocages, c'est ma propre expérience de la pratique, mais aussi ma compréhension croissante des tarots comme son traumatisme d'enfance qui se déclenche dans la méditation d'acceptation. En reconnaissant ses difficultés et en trouvant d'autres moyens pour lui de se connecter à des idées telles que l'acceptation, Taro grandit lentement dans la compréhension, non seulement du réseau de concepts d'actes, mais aussi des expériences qui combinent ensemble l'intellect, l'émotion et la volonté. Contrairement à l'approche confucienne qui met l'accent sur des rôles stables, nous avons ici une rencontre directe entre deux personnalités. Certains d'entre vous, en philosophie, ne sont peut-être pas habitués à ce type de relations éducatives étroites. Mais dans le domaine appliqué, avec une approche holistique et un système de pratique, comme la thérapie, le théâtre ou les arts martiaux, ce type d'apprentissage étroit est nécessaire et courant. Selon le type de philosophie que vous enseignez, ces idées peuvent s'appliquer à des formes plus avancées du mentorat. 3. L'éveil à soi. La rencontre et la pratique aident l'étudiant à s'éveiller à la vérité. Mais quelle est cette vérité? Dans le bouddhisme, la vérité est la nature de Bouddha Busho, c'est-à-dire le potentiel d'un être humain à atteindre l'illumination dans le futur. Cependant, Dogen a réinterprété le sutra pour suggérer que toute existence est déjà la nature de Bouddha à chaque instant du temps. Pour la philosophie de l'éducation, plutôt que le contenu de sa réalisation, je veux souligner la créativité et la singularité de sa réalisation. Premièrement, cet éveil est critique et créatif. En repensant l'idée de la nature de Bouddha, Dogen a profondément respecté les Écritures. Voici j'écris, mais pour Dogen, la question n'était pas de savoir comment ces mots sont expliqués par le Mahaparinirvana Sutra. Il traite ces paroles du Bouddha indépendamment des sutras et creuse en leur sein pour en trouver la valeur. Le respect profond ne signifie pas la perte de l'individualité, mais sa négation créative. Ainsi, l'éveil permet le renouvellement créatif de la tradition et pas seulement l'obéissance servile à celle-ci. Deuxièmement, la créativité de l'éveil vient du fait que l'éveil est unique à l'individu. Dans les fascicules Katto, enchevêtrement, Dogen reprend l'histoire de Bodhidharma appelant ses disciples et vérifiant leur compréhension du bouddhisme. Le disciple Taofu répondit, sans m'attacher aux lettres et sans m'en détacher, je fais ce qu'il faut pour l'avoir. Bodhidharma lui dit, tu attends ma peau. Le Nensongchi répondit, c'est qu'on voit le pays du Bouddha Akshobhya une seule fois et non plus le revoir. Bodhidharma lui dit, tu attends ma chair. Taoyu répondit, les 4 grands éléments sont originellement vides et les 5 skandhas n'existent pas, de sorte que, selon moi, il n'y a rien à attendre. Bodhidharma lui dit, tu attends mes os. Finalement, Hoike s'inclina 3 fois et resta debout. Bodhidharma dit, tu attends ma moelle. Cela est généralement interprété d'une manière centrée sur la mesure. La peau, la chair, les os et la moelle reflètent les différents niveaux de profondeur de la compréhension. Mais Watsuji et Dogen soulignent une approche différente. Chaque disciple saisit l'enseignement différemment, mais toutes ces différences sont d'expression de la vérité. Watsuji écrit, Dogen répond que le Bouddha Dharma se manifeste juste à l'endroit où toutes les opinions divergentes se mêlent les unes aux autres.
Le mot qu'il utilise pour exprimer ses pensées est enchevêtrement. Dogen insiste sur le fait que cet enchevêtrement est précisément ce qui permet de transmettre fidèlement le Bouddha Dharma. Ou, pour le dire plus simplement, chacun attend à sa propre illumination. Et c'est ce respect de la singularité de chaque personne qui permet à Dogen de transformer de manière créative même les Écritures. L'éducation à l'éveil de Watsuji commence par un doute profond, une question qui permet de se défaire des carcans des conventions sociales et de nier la totalité. Cette éducation progresse par la rencontre avec la personnalité du maître, où l'on se défait de ses attachements en apprenant une autre façon d'être au monde. Dans ce processus de négation, on s'éveille à la vérité éternelle et on découvre qu'elle a toujours été là. Dans ce vide, les moi, ses expressions et ses pensées sont réintégrées en tant qu'expression de vide, permettant à chacun d'avoir son propre éveil et à sa propre expression créative de cette vérité. Dans ma relation avec Taro-kun, j'ai commencé par lui donner des informations dans le cadre d'une relation enseignant-étudiant. Mais lorsque ces questions se sont approfondies et qu'il a essayé d'acquérir une vision globale du monde, j'ai été appelé à rencontrer Taro personnellement, en tant que guide holistique, en voyant sa vision du monde et les domaines dans lesquels il luttait pour apprendre des choses telles que l'acceptation. Cependant, aujourd'hui, je pense que notre relation est d'égal à égal. Une fois, il m'a demandé comment se fait-il que plus je comprends la vérité sur la souffrance des personnes, plus elle s'éloigne de moi. J'ai l'impression de vivre dans un monde où tout le monde dit avoir besoin de vérité sans réellement la vouloir. C'est un problème qui me travaille aussi beaucoup et auquel je n'ai pas de réponse. À ce moment-là, il n'y avait ni enseignant, ni étudiant, ni maître, ni disciple. Juste deux personnes se posant des questions difficiles. Conclusion. Nous avons vu deux images contrastées de l'éducation. D'une part, une vision plus confucienne de l'éducation qui consiste à trouver sa place, à dépasser l'égoïsme pour s'orienter vers les autres et vers sa communauté, une relation stabilisée par divers rôles, formes et vertus sociales. Et d'autre part, une vision plus bouddhique de l'éducation en tant qu'éveil à soi-même, qui transcende l'égoïsme en rencontrant directement la personnalité d'autrui et donc en s'éveillant, en apprenant à transformer le tissu même de la société. Comme les deux côtés du yin et du yang, bien qu'il y ait un peu de l'opposé dans chaque côté, ces deux visions ont des priorités clairement différentes. Mais en tant qu'être humain, qu'est-ce qui est le mieux? Pourriez-vous imaginer un étudiant qui s'engage toujours dans son groupe de manière transformative, en repensant de manière critique tout ce que le groupe présuppose? Ce serait terriblement perturbant. Ou bien pourriez-vous imaginer un étudiant qui trouve toujours sa place et n'en dévie jamais? Ce serait tragiquement oppressif. Ces images auraient quelque chose de déformé, d'inhumain, hiningenteki, et de profondément dysfonctionnel. Je pense qu'il est nécessaire que Watsuji ait ces deux images de l'éducation, sans les résoudre l'une à l'autre pour autant. La vision confucéenne de trouver sa place et la vision bouddhique de s'éveiller à soi-même forment ensemble l'éducation de Watsuji pour le Ningen, pour une existence à la fois individuelle et relationnelle. Et c'est en permettant le va-et-vient dynamique que l'éducation peut se faire dans l'esprit de l'éthique du vide. Je vous remercie de votre attention.